à vous souhaiter la bienvenue au nom des organisateurs. Cette conférence Being Black in Luxembourg est la première conférence de 12 conférences que l'ASTI organise ici en collaboration avec nos partenaires dans le cadre de ces 40 ans. Cette conférence nous tient particulièrement à cœur, étant donné que les questions de racisme et de discrimination sont des questions que l'ASTI et les autres organisateurs, bien sûr, traitent de façon c'est un peu dans leur ADN de leur organisation. Et c'est d'autant plus important et politique que la question des discriminations n'a pas été retenue dans le plan d'action national qui a été voté en 2018 par le Parlement. Ça a été pas repris, alors que dans le plan d'action nationale à l'intégration, il était prévu dans le précédent, n'est pas prévu dans celui-ci. Et c'est d'autant plus donc important que cette discussion ait lieu en présence de Madame Khan, pour que nous puissions un peu voir quelle place le gouvernement veut laisser à ces questions. Et c'est à ce titre-là, entre autres, que nous organisons cette conférence. Je tiens tout de même aussi à remercier la ville de Luxembourg qui nous soutient par la mise à disposition de ce local pour cette manifestation, ainsi que l'œuvre Grand-Duchesse Charlotte qui également nous soutient pour le catering que vous avez eu l'occasion éventuellement de goûter. Je vous souhaite un débat intéressant. N'hésitez pas à intervenir. On est très intéressés à avoir aussi votre point de vue. Et je remercie aux intervenants d'être venus et d'être été aussi disponibles. Je vais passer maintenant la parole à M. Hurst, le président du Centre d'égalité et de traitement, qui va introduire en fait brièvement cette conférence. Merci, Madame Tsoukoli. En ma qualité de président du Centre pour l'égalité de traitement, donc je vous souhaite aussi une chaleureuse bienvenue à cette conférence intitulée Being Black in Luxembourg. Donc, en novembre 2018, la FRA, la Fundamental Rights Agency ou Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, a présenté les résultats d'une étude portant sur la migration et les minorités, dont une partie se concentrait plus particulièrement sur l'expérience de presque 6000 personnes d'origine africaine vivant dans 12 États membres de l'Union européenne, parmi lesquels figure également le Luxembourg. Cette étude autour du racisme basé sur la couleur de peau avec comme titre « Being Black in the EU » a été discutée avec le directeur de la FRA, M. Michael O'Flaherty, également ici présent aujourd'hui, lors d'un comité interministériel sur les droits de l'homme. Ce sondage présente des résultats sur la discrimination dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que la recherche de logement, les contrôles de police, l'éducation ou la recherche d'emploi, mais également sur les expériences générales des personnes interrogées en matière de discrimination et de violence raciale. Suite à la présentation de ces résultats alarmants et suite au débat mené lors du comité interministériel des droits de l'homme, la FRA a tenu à préciser que cette dernière ne faisait que fournir des chiffres bruts et qu'il appartenait aux États membres d'en tirer leurs conclusions. Voilà pourquoi le CET a pris l'initiative de contacter l'ASTI, l'Association de soutien aux travailleurs immigrés, la CCDH, Commission consultative des droits de l'homme, le CLAE, Comité de liaison des associations d'étrangers, pour organiser cet événement ensemble. Nous sommes ravis d'avoir pu rassembler autant d'experts en la matière
vous inclus, afin de pouvoir mener un débat élargi sur le phénomène du racisme basé sur la couleur de peau et afin de prévenir les discriminations et la violence raciale. Je viens de parler de débat élargi, mais nous savons tous que celui-ci ne pourra pas être clôturé aujourd'hui. Nous voulons du moins lancer un débat en comparant les chiffres existants. Non là seulement l'AFRA, mais les témoignages de la salle, non seulement de l'AFRA, mais aussi des témoignages de la salle. Souvent, la discrimination vécue et perçue peuvent différer. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui, en tirant les conclusions nécessaires après un processus de réflexion intensif. Pour conclure, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre disponibilité aujourd'hui et votre engagement au quotidien. Et je nous souhaite un débat fructueux et constructif. Je vous remercie. Alors, re-bienvenue à tous. Donc, on a approximativement 1h30 et il est prévu à peu près 6 intervenants pour débattre donc de cette question d'importance. Il suffit de voir le nombre de personnes dans la salle aujourd'hui, d'être de la situation ou du fait, je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'être noir au Luxembourg. Alors, je demanderai donc à tous ceux vraiment qui prendront la parole aujourd'hui, que ce soit les gens qui vont témoigner, les gens qui vont présenter, les gens qui vont réagir aux gens qui vont témoigner et présenter, et puis après vous qui allez poser les questions, d'être le plus précis et concis possible. Parce que l'idée, c'est d'avoir le maximum de prise de parole possible, et ce n'est possible vraiment, il y a beaucoup de possibilités dans cette phrase, que si chaque personne qui intervient essaye d'aller à l'essentiel. Donc je demanderai vraiment à tous ceux qui prendront la parole d'aller à l'essentiel, sinon ça rajoutera encore de situations d'injustice et de frustration, notamment aux plus bronzés d'entre nous, et il y en a assez comme ça. Voilà. Donc vous avez compris aussi, là j'ai dit bronzé, donc en fait vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de dire vraiment ce que vous avez. Donc même si vous avez un titre de séjour et être en situation régulière et vous craignez que éventuellement une question que vous posez notamment à Madame la Ministre pourrait vous valoir quelques difficultés, soyez rassurés, vous êtes au Luxembourg, Madame la Ministre est quelqu'un de très sympathique et qui n'a de toute façon pas le pouvoir de vous expulser. Donc voilà. Vous êtes plus sympathique. Donc voilà, on est ensemble, on est côte à côte, on est entre nous et on va se dire les choses franchement. Alors j'invite donc de ce pas Monsieur Michael O'Flaherty, directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, à nous présenter les quelques éléments sur cette étude qui a été faite au niveau de l'Union européenne, mais je crois qu'il va notamment mettre le focus sur ce qui se passe au Luxembourg, parce que nous présenter ce qui se passe à Malte, très honnêtement, ne nous intéresse pas tant que ça. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, bien sûr, allez-y. Merci. Brief and concise. Madame la Ministre, Madame Zuccoli, Monsieur Hurst, Monsieur Pregno, Monsieur Lenners, mon ancien ami, chers collègues, cher public, c'est un grand plaisir pour moi de revenir au Grand-Duché après ma visite de mars. Et je voudrais commencer par féliciter l'ASTI, le CLE, le CET, et la CCDH d'avoir organisé cette importante conférence. Bien que les résultats de l'enquête de l'Agence des droits sur les conditions des personnes d'ascendance africaine soient très inquiétants et les
rassurant de voir que les autorités publiques et la société civile du pays affichent une véritable volonté de remédier aux problèmes auxquels font face les communautés africaines, comme en atteste notre présence ici aujourd'hui. Et maintenant, anglais, s'il vous plaît. Forgive me, but it's probably better if I switch to English. I will present to you the findings of the survey in just a moment, but I would like to maybe first say a word about the agency. Who on earth are we? The Fundamental Rights Agency is the advisory body of the European Union to support it, meaning the member states and the institutions, so that they are fundamental rights compliant in their work and in their actions. It's not just with the governments and the authorities, it's also working with in support of civil society and all the other important elements in our communities. We do our work in an advisory way. We have no executive power. We cannot order anybody to do anything. And so our influence is a function of the quality of our advice. And in terms of quality of our advice, we do many things, but we invest heavily in surveys. We do the world's largest scale human rights related surveys across the EU 28 member states. And as indeed we heard in the introduction from Monsieur Hurst, this being black in the EU is a subcomponent of a much larger survey of the experience of migrants and minorities, the largest survey of its kind ever undertaken in the world. Before I come now, and that's in essence the agency, we're based in Vienna. Before I come to the findings, I would like to say a word about our methodology, because a survey is only as good as the impeccable quality of the methodology. Let me start by saying that we are absolutely confident of the quality of the findings with regard to Luxembourg and to other member states. But that said, we required to use a particular form of methodology called quota sampling for the survey here in Luxembourg. And that's because, for reasons that are completely reasonable, we were not given access by the Luxembourg government to the population registry, which would have allowed us to do a type of methodology that we rolled out in a number of EU member states. But that's not a problem. It simply meant we had to adopt a different approach in Luxembourg, which is that of quota sampling. This means that we selected interviewees from regions across Luxembourg to ensure a good spread of different areas and achieve as representative a sample as possible of people of African descent. We determined the target number of interviews for each region on the basis of statistics on the country of birth of people of African descent. And so we ended up with solid, reliable data. And it's true that it may not be exactly comparable with data in other EU member states where different methods were used, but that doesn't distract from its quality in terms of what it says to this particular society. So the survey. The survey itself was constructed carefully following consultation with academic experts in black studies, as well as organizations of representatives of people of African descent. And on that basis, we identified the 5 areas of life to be examined. Frankly, the figures from Luxembourg are worrying. They typically, I said I wouldn't do comparisons, but let me just do comparisons with the average. They typically are more worrisome than in other EU member states. And in fact, there are 4 countries that come out as having, where the issues are identified as being more problematic than elsewhere. One of them is my own country, Ireland. Another is Finland. Another is the country where our office is based, Austria and Luxembourg. So, turning then to the specifics of Luxembourg. 1 in 2 people of African descent in Luxembourg say that they experienced racial harassment in the past 5 years. 1 in 2. The figure is 1 in 3 across the EU 28. 1 in 10 people of African descent say they experienced racist-motivated violence in the past 5 years.
That's double the rate for the rest of the EU, which is 1 in 20. And just over 1 in 10 of all respondents of African descent in EU Midas reported the incident to the authorities. So that's an EU-wide concern, which is not unique to this or to any other society. We observe high rates of racial discrimination and extremely low levels of awareness of where to turn to seek redress among persons of African descent in this country. 7 in 10 of the Luxembourg respondents tell us that they experienced an act of discrimination in the 5 years before the survey, compared to 4 in 10 across the EU. Looking at the issue of discrimination looking for work, the figure was 46% for Luxembourg, 25% for the rest of the EU. Discrimination in the workplace, 44% in Luxembourg, 24% across the EU. Accessing housing, 36% in Luxembourg, 21% across the EU. In education, 28% in Luxembourg, but only 9% reported discrimination in education across the EU. People of African descent told us that they regularly experience discrimination in access to goods, 44%, whereas the EU average is 22%, exactly half. Turning back again then to here also, the issue of reporting. I dealt with reporting of violence a moment ago. Now turning to reporting of discrimination, 15% reported the most recent experience of discrimination. And here, as I say, figures are identical with the average of the EU, which is, in fact, 16%. We've got a problem across Europe, but also here, of levels of awareness of where to go with your complaint. Just 1 in 10 of the Luxembourg respondents knew about the equality body, whereas the figure was 1 in 2 across the EU. I'm conscious I'm limited on time. Let me pick just 1 or 2 other categories, and then I'll look at some of the possible action points. Let me take the presence in the workforce. 49% of people of African descent in Luxembourg report that they are employed. The EU average is 56%. 25% unemployed, EU average 15%. Turning to housing, and forgive me, I'm just giving you snapshots across some sectors. You have the full report in front of you. In housing, we see a worrying picture. 1 in 5 respondents own their own accommodation in this country, compared to 74% of people in Luxembourg as a whole. This is, again, a lower average of home ownership relative to the home ownership of the general population than you will find in the EU average. 45% of the respondents of African descent here in Luxembourg live in overcrowded housing, whereas the figure for the general population in Luxembourg is just 8%. 45% people of African descent, 8% the general population. And this is similar, by the way, to the figures we see in the rest of the EU. The socioeconomic situation of persons of African descent, we believe, is compounded by the levels of at risk of poverty. And I'll finish with these figures. Our survey findings for Luxembourg show that 56% of Luxembourg citizens of African descent identify as being at risk of poverty, and that 74% of people of African descent in Luxembourg, I think there's a typographical error here, so I will not continue with that. But let me nevertheless say that the comparator with the general population of the 56% at risk of poverty compares to 17% of the general population. And 14% of people of African descent in Luxembourg say that they have real difficulties in making ends meet. That 14% compares to 4% of the general population who make that statement.
So let me turn briefly and finally to the way forward. The Fundamental Rights Agency exists as a service to the EU and to the member states. We present the data to the highest, most rigorous standards that we can achieve. And then we do not presuppose that we have the solutions for member states. That would be beyond our competence. It would be inappropriate. We provide the data, and then we encourage that the necessary national debates take place, the necessary national reflection to determine what to do about the situation. And so I'll be very modest in my Luxembourg-specific observations at this point. I would simply observe that you have a national action plan on integration, and we believe that its full implementation would be a very important dimension of responding to the problems. More generally, more widely, not being specific to Luxembourg, but drawing on our findings and our long experience right across the EU 28 member states, a few observations. The first is, of course, it's not an observation, it's just a statement of law. We do have the EU Racial Equality Directive, which, among other provisions, allows for positive action, positive discrimination, to redress patterns of discrimination, of inequality. And so we would encourage any member state to look at which positive actions it might consider appropriate in responding to its particular circumstances. We also have in the directive a requirement for a strongly endowed or an appropriately endowed independent national equality body with the capacity to be the independent monitor of the situation and the independent proposer of solutions to problems. And so one of the things you would need to do in Luxembourg, and I would say this in any member state, is look at the extent to which you have adequately mandated and resourced your statutory body, the body established to carry out these functions. The third, evidence and data. We can't fix things that we don't measure. Now, we've done some measuring for EU member states, but our measures are just pointers to issues. We require national commitment to the ongoing, sustained generation of the necessary data to show the experiences of discrimination and other unacceptable patterns and practices in our societies. Today, I'm speaking about racial and ethnic-based discrimination and deprivation. On another setting, it could be the situation of Jews. To all of those groups who are subject to discrimination and targeting, we need the evidence, the official data, in order to fix the problems. And that's, again, an EU-wide message. And finally, I already referred to the importance of a strongly resourced and mandated equality body, but I would add to that all of the independent human rights bodies within a state. I would include within that remark a state's national human rights institution. Now, you do have such an institution here in Luxembourg. I'm not competent to comment on its particular situation, but I do believe that each and every EU member state has to keep coming back to the question of whether it has sufficiently invested in its independent bodies to allow them to do the full job for which they are so very necessary. So I'll leave it there. I thank you for the invitation. I sincerely thank the organisers of this event. I thank the government of this country, which has always shown a great openness to these types of conversation, and I look forward very much to the deliberations in the remainder of this meeting. Merci beaucoup, Monsieur O'Flaherty. Alors voilà, donc là c'était les chiffres, entre autres, enfin, c'était la présentation de l'étude, donc les chiffres, les statistiques. Comme on dit souvent, les statistiques, ça montre tout, mais ça cache parfois l'essentiel. Et l'essentiel dans cette histoire, en fait, c'est les gens, tout simplement. C'est-à-dire, c'est les gens, là on voit, 50%, 20%, 34%, 69%, bon, très bien. Mais derrière tous ces chiffres-là, en fait, il y a des gens. Et il s'avère justement que maintenant, la STI a trouvé bien d'inviter Madame Myrlène Fonseca qui va venir partager en fait de son point de vue. Alors il a dit le vécu des jeunes Capverdiens au Luxembourg. Voilà, donc c'est le programme. Donc Madame, si vous voulez bien, merci.
Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Myrlène Fonseca Monteiro, je suis assistante sociale de formation et je poursuis actuellement un master en ingénierie et action sociale. Dans le cadre de ce master, je suis amenée à produire une recherche scientifique et j'ai décidé de réaliser une étude portant sur les jeunes capverdiens ici au Luxembourg, que j'ai intitulée « Quelle place s'attribuent les jeunes adultes d'origine capverdienne au sein de la société luxembourgeoise et quelle est leur perception de leur intégration au Luxembourg ?» Alors, je tiens à souligner deux choses. La première, c'est que cette étude porte sur des jeunes d'origine capverdienne qui sont nés au Luxembourg, donc c'est important. Et la deuxième chose, c'est que toute mon étude est basée sur des entretiens que j'ai menés avec les jeunes. J'ai jusqu'à présent fait 22 entretiens avec des filles, des garçons, des étudiants, des lycéens, des travailleurs. Donc c'est un public assez diversifié. Et le but de mon intervention est de mettre en lumière le vécu de ces jeunes au Luxembourg, comme eux le perçoivent. Et je vais tout de suite commencer par le point qui me semble être le plus important si je me base sur les témoignages des jeunes. C'est l'école. On est dans une société où l'on inculque le principe de l'égalité. Or, c'est déjà à l'école, lorsque l'enfant sort de la sphère familiale et intègre le système scolaire, que les jeunes vont être confrontés à une réalité qui est tout autre. C'est à ce moment-là qu'ils seront confrontés à tout genre de commentaires par rapport à leur couleur de peau, que ça provienne des enfants ou des instituteurs ou plus tard des professeurs. Ceci est important car c'est à ce moment qu'on va leur faire ressentir qu'ils sont différents, parce qu'ils sont noirs. Et dans la majorité des cas, il s'agit d'un différent qui est perçu comme négatif. Hormis le fait que l'on pointe constamment cette différence du doigt, on va également leur faire comprendre qu'ils sont perçus comme des étrangers, comme l'illustre cet extrait d'un témoignage d'une jeune femme que je souhaite vous lire. Je cite, « Il y a toujours ce truc ici au Luxembourg de voir les élèves qui ont d'autres origines comme des étrangers, et ça m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je n'ai jamais eu un prof qui m'a vue et qui m'a considérée comme étant une luxembourgeoise, alors que je suis née ici, j'ai la nationalité luxembourgeoise. » Ce clivage qui est créé à l'école est quelque chose qui est toujours revenu dans les entretiens. Il y aurait cette différenciation qui est régulièrement faite entre nous, les luxembourgeois, et vous, les étrangers. Beaucoup expriment d'ailleurs qu'ils ont souvent eu l'impression d'être traités de façon injuste à cause de leurs origines. Et j'ai choisi de vous donner un exemple d'une jeune femme qui estime que lors de l'orientation vers l'enseignement secondaire, certains instituteurs peuvent se baser sur des préjugés. Donc je cite, « Après, en 6e, mon instituteur m'a dit que je pouvais aller en classique. » Donc, tu as l'instituteur qui prend la décision avec 2 autres personnes. Et l'une des 2 autres institutrices n'était pas d'accord. Elle voulait que j'aille en classe d'adaptation. Même pas en technique, en classe d'adaptation. Et mon instituteur, il a pété un câble parce que, bien évidemment, il savait ce qui se cachait derrière, tu vois. Et elle passe, et j'entends, depuis quand est-ce qu'on envoie une noire au classique ? Je tiens ici, bien sûr, à nuancer ces propos. Tous les vécus et toutes les expériences ne sont pas les mêmes, donc il est important ici pour moi de préciser qu'il ne faut pas faire de généralisation. Cela étant dit, je trouve qu'il est important d'en parler et de dire que ce genre de situation existe encore aujourd'hui et que beaucoup m'ont donné des exemples similaires. Alors ces notions de différence et surtout d'étrangers vont poursuivre les jeunes tout au long de leur vie et dans leur quotidien, que ce soit au travers de remarques ou de comportements à leur égard. Et j'ai tenu ici aussi à vous donner un exemple d'une jeune femme qui raconte un accrochage que sa sœur a eu avec un agent de la commune lorsqu'elle a souhaité faire une demande pour une nouvelle carte d'identité. Donc je cite. « Du coup, elle est arrivée et elle a dit au monsieur qui était là, « Oui, j'ai perdu ma carte d'identité et donc qu'il fallait en faire une nouvelle. » Et le monsieur, il lui dit, « Non, vous voulez dire votre carte de séjour. » Et ma sœur, elle dit « Non, la carte d'identité. » Et le monsieur, il insiste « Non, vous voulez dire votre carte de séjour. » Et ma sœur, elle insiste aussi « Non, ma carte d'identité, je vous dis. » Et quand le monsieur, il commence à taper sur son ordinateur, il voit que c'est bien la carte d'identité. Et là, du coup, il fait « Ah oui, c'est bien votre carte d'identité. » Mais il ne s'est pas excusé. Donc cet exemple peut paraître anodin,
Mais il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres. Et cela génère chez les jeunes, depuis tout petit, de l'incompréhension, de la frustration ou de la colère, et surtout un sentiment profond d'injustice chez ces jeunes qui, eux, se perçoivent comme étant des luxembourgeois, car ils sont nés ici, ils sont scolarisés ici, ils ont grandi ici, ils parlent le luxembourgeois, et donc ils ont l'impression d'être mis dans une case, la case des étrangers, de laquelle ils n'arrivent pas à s'extraire. J'ai sélectionné un autre extrait qui vient aussi mettre en évidence un sentiment de non-appartenance, souvent exprimé aussi chez les jeunes. Je cite. Bon, c'est bon. Oui, c'est ça. Je pense que dans leur tête, ils ont une image construite de ce qu'est un Africain, un Portugais ou autre. Et c'est comme si tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne seras jamais à 100% l'un des leurs. Cette phrase vient mettre l'accent sur ce clivage dont j'ai parlé, et c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que lorsque je posais la question « Est-ce que tu te sens luxembourgeois ?», tous les jeunes répondaient « Oui, oui, mais je ne pense pas que je le sois pour les luxembourgeois ». Donc ils manifestent la volonté de vouloir être perçus comme des citoyens luxembourgeois à part entière, mais ils ont l'impression de ne pas tout à fait être acceptés en tant que tels. Ceci est important parce que ces questionnements peuvent être source de crise identitaire. Donc pour conclure, je vais lire un dernier extrait de témoignage qui, à mon sens, résume assez bien le ressenti des jeunes d'origine capverdienne au Luxembourg aujourd'hui. C'est que le racisme est bel et bien présent au Luxembourg, parfois de façon indirecte, mais il existe, et ça empêche la société d'évoluer en fait. Au lieu de s'unir tous ensemble, on crée des séparations qui ne sont pas nécessaires et qui, au final, créent de la souffrance chez certains. Alors j'aimerais terminer sur une note un peu plus personnelle. Mon père m'a souvent raconté que lorsqu'il est arrivé au Luxembourg, il y avait des lieux où il n'était pas admis parce qu'il était noir. On marquait sur les portes que les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer. Aujourd'hui, fort heureusement, cela n'existe plus. Moi, j'ai eu l'opportunité de naître ici, de grandir ici, de faire mes études ici, donc on m'attribue déjà une place différente dans la société. Cela étant dit, on ne me considère pas tout à fait comme une vraie luxembourgeoise. Alors j'espère que ce débat d'aujourd'hui permettra d'ouvrir une réflexion plus approfondie sur les sujets que nous aurons mis en évidence ici aujourd'hui, qu'on ira chercher un peu plus loin et qu'on essaiera de trouver des solutions concrètes. J'espère que nous serons les dernières générations à devoir nous poser toutes ces questions, à devoir nous sentir différents des autres parce que noirs, à avoir à supporter des remarques ignorantes, vexantes, parfois blessantes et même condescendantes à cause de nos origines, à devoir nous sentir comme des étrangers dans un pays que nous considérons pourtant comme étant le nôtre. J'espère que nous saurons changer les mentalités, qu'on arrêtera de façon peut-être inconsciente de créer cette séparation entre nous, les luxembourgeois, et vous, les étrangers. Et finalement, j'espère que dans quelques années, mes enfants noirs n'auront jamais à se poser ce genre de questions, qui pourront simplement dire « Je suis Luxembourgeois », sans que cela ne soit remis en question, mais qui puissent simplement être acceptés en tant que tels. Merci pour votre attention. Voici donc ce qu'il y a derrière les chiffres. Alors, oui. Alors, bon, maintenant, on va commencer la discussion, mais avant d'échanger avec la salle, on va donner la parole à messieurs et madame qui sont autour de moi. Je vais peut-être commencer directement par madame la ministre. Alors, si on voit ce qu'a dit madame et ce qui a été présenté avant, il semblerait donc que être noir en moyenne au Luxembourg, ce serait plus dur et compliqué qu'être noir en moyenne dans un autre pays de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas ce que cela vous évoque. Déjà, est-ce que vous partagez la conclusion apparemment factuelle de la chose? Est-ce que cela vous évoque? Et voilà, j'aimerais juste vous entendre là-dessus. Ça me choque. Voilà, je suis profondément choquée parce que je ne pensais pas effectivement que les préjugés étaient toujours aussi forts, et je vois que c'est aussi une demande où il y a vraiment
il faut qu'on y travaille et qu'on y travaille tous ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans cette salle, et dans cette salle, il n'y a que des gens qui sont du même avis que moi, que c'est choquant et qu'il faut que notre société travaille sur les préjugés. Si on entend que quelqu'un avec une peau plus foncée arrive dans un guichet à la commune et que automatiquement on le met dans un tiroir d'étrangers ayant besoin d'une carte de séjour, etc. Il est vrai que, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde ici, c'est difficile de comprendre les gens qui sont dans de telles façon de penser si on ne l'est pas du tout soi-même. Et ça concerne évidemment les Noirs, ça concerne aussi toute forme de discrimination. Je ne peux pas comprendre comment on peut simplement juger une personne sur son aspect physique, qu'elle soit noire ou peut-être asiatique, qu'elle soit peut-être un peu plus grande, plus petite, etc. Je pense que là, il y a trop de préjugés. J'entends qu'il y a trop de préjugés et il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment faire. Alors évidemment, il y a différents niveaux. Nous avons le plan d'action nationale d'intégration. On a fait un appel à projets. Donc, faites entrer des projets, donnez-nous des projets pour qu'on puisse travailler ensemble justement sur l'antidiscrimination et sur le fait peut-être aussi de nous connaître plus. Moi, je suis toujours un petit peu d'avis, mais je ne suis pas maintenant à un institut de sondage. Les gens jugent ce qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai remarqué ça aussi pendant la crise de réfugiés. J'ai des exemples très précis pendant la crise de réfugiés où on a eu des séances d'information avant la construction d'un foyer pour réfugiés dans une ville ou dans un quartier. Et c'était horrible. Ces réunions d'information, parce on nous disait oui, on n'en veut pas, ils vont violer nos filles, etc. Donc, tous les clichés, mais tous y étaient. Mais j'ai fait l'expérience contraire aussi. Au moment où on voulait fermer une structure pour réfugiés que personne ne voulait dans le quartier, ils ne voulaient plus qu'on la ferme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à connaître ces jeunes et moins jeunes qui étaient dans ces structures, parce que ces jeunes ont rejoint les clubs du village, le club de foot ou autre. Et au moment où on disait, voilà, on avait promis qu'on allait fermer après un temps X, les gens, ils sont venus, ils nous ont dit, non, mais on veut pas que vous fermiez, est-ce qu'ils peuvent pas encore rester ? Ils sont bien intégrés. Donc, je vois, et je vous dis, c'est pas une statistique, mais c'est juste ce que je ressens personnellement, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas et on juge par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. Et on juge beaucoup trop vite, notre société juge trop vite, tout va trop vite, les médias, tout. Et je pense qu'il faut quand même aussi dire ces choses haut et fort, comme on vient de l'entendre. En ce qui me concerne personnellement, je suis d'origine juive. Mais maintenant, dès qu'on m'écrive sale juive sur Facebook, je le dénonce tout de suite parquet. Pendant des années, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais on ne peut quand même pas laisser faire les gens. Et il faut quand même dire aux gens, voilà, il faut que nous tous, nous aussi dans cette salle, qu'on essaye de changer nos façons de penser. On essaye de faire ça aussi de façon positive, parce que c'est toujours beaucoup plus sympa de faire ça de façon positive que négative. Par exemple, avec la charte de la diversité dans les entreprises, où les entreprises vivent leur diversité. Donc pas seulement la diversité couleur de peau, mais aussi l'origine, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap, etc. Et on voit que les entreprises qui vivent vraiment pleinement cette diversité, ils ont de meilleurs résultats économiques que les autres entreprises. Donc c'est quand même un incentive pour vraiment s'attarder là-dessus. Juste pour dire, on a quand même presque 50% de la population au Luxembourg qui n'est pas luxembourgeoise. On a 73% de la population de la ville de Luxembourg, et j'ai vu qu'il y avait l'échevine Colette Marthe dans le public, 73% des habitants de la ville de Luxembourg ne sont pas de nationalité luxembourgeoise. C'est énorme. Mais ça fonctionne, et c'est vrai qu'il faut qu'on efface nos préjugés, parce que j'aimerais, si vous le permettez, quand même dire une anecdote dans l'autre sens. J'ai une collègue et amie, Monica Semedo, qui s'était portée candidate aux élections européennes, qui est noire, qui est d'origine capverdienne, mais qui ne parle pas le créole, ni le portugais d'ailleurs. Et elle est souvent confrontée à une communauté capverdienne d'où elle vient, qui ne comprend pas
qu'elle ne parle pas le créole. Elle est née ici et puis elle a grandi ici. Donc là aussi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est de couleur noire qu'automatiquement on parle aussi toutes les langues possibles et imaginables qu'on puisse parler en Afrique subsaharienne. Comme moi, je ne maîtrise pas du tout le norvégien ou l'espagnol ou je ne sais pas trop quoi. Donc il faut vraiment les préjugés, tous qu'on arrête un petit peu avec les préjugés et qu'on écoute les gens et qu'on écoute les personnes et qu'on les prenne pour ce qu'ils sont de l'intérieur et non pas les juger sur ce qu'ils sont de l'extérieur. Toda, merci. Alors, Madame la ministre a dit qu'en fait, aujourd'hui dans la salle, on est plus ou moins tous d'accord sur le fait que le racisme, c'est pas bien, etc. Du coup, je vais faire le sondage. Qui est raciste ici? Bon. A priori, personne. Bon, j'imagine que si je continue avec les questions, qui bat sa femme, etc., ce serait personne. C'est jamais personne. C'est assez curieux, cette histoire. C'est jamais personne. Enfin bon, faut croire que c'est peut-être personne, au fond. May I say something? Yeah, sure. I think we're all racist. And we have to challenge that inside ourselves. And fixing these problems begins with ourselves. Alors, pour peut-être compléter ce que vient de dire M. O'Flaherty, pour toutes les personnes, donc a priori ici, qui ne sont pas racistes, j'aimerais juste vous inviter à faire quelque chose. Je suis sûr que dans la salle, il y a pas mal d'amateurs de littérature. J'aimerais que vous vous posiez la question, une fois que ce sera fini, pour les personnes noires comme les personnes blanches d'ailleurs, c'est qui le dernier auteur noir que vous avez lu? Et je suis assez certain que vous serez surpris vous-même de la réponse. Alors, on va continuer avec monsieur... Oui. Je suis désolée, mais moi, quand je lis un livre, je ne sais même souvent pas si l'auteur est... Je sais que si c'est un homme ou une femme, parce qu'on voit ça au prénom, souvent si c'est un prénom qu'on connaît, mais pour le reste, je ne me suis jamais posé la question que, si quelqu'un était blanc ou noir, donc c'est quand même un peu compliqué comme question. Alors, non, en fait, la question est compliquée, je ne sais pas, mais c'est juste, comme vous dites, quand vous choisissez un livre, vous ne le choisissez pas en fonction de la couleur de peau de l'auteur, mais je suis assez persuadé que si j'avais la chance d'avoir accès à votre bibliothèque, les auteurs blancs, ils seraient surreprésentés. Et donc, du coup, la chose, c'est qu'il y a des choses qui sont le fait de choix personnels, et puis il y a des choses qui sont plus fortes que nous, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois que monsieur disait d'une certaine façon, on est tous racistes, c'est qu'il y a des choses, pour le faire simple, moi je viens des Antilles, je suis créole, je suis haïtien, au Haïti, on se construit en fait avec des auteurs qui nous traitent de nègres. On se construit là-dessus, c'est-à-dire on étudie des grands auteurs, des grands penseurs qui nous traitent de nègres. Alors que, comme je dis, un petit luxembourgeois, un petit français pour le coup blanc, et au-delà de blanc d'ailleurs, je ne suis pas certain que dans sa construction personnelle, il a accès à Fanon, à Césaire, à Maurice Sand, etc. Je fais que le souligner. Et il n'y a pas de critique là-dedans, c'est juste factuel. Et donc, du coup, sachant qu'on ne choisit pas, que le lecteur blanc comme le lecteur noir, d'ailleurs, sachant qu'il ne choisit pas, peut peut-être éventuellement se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'en ne choisissant pas, il se retrouve toujours à choisir un auteur blanc. C'était ça que je voulais relever, en fait. Bon. Alors, madame, je crois que vous vouliez... Ouais. Je voudrais peut-être aussi éclairer le fait que, de toute façon, parler du racisme reste un exercice extrêmement difficile. Peut-être quelques mots sur ma personne. Je m'appelle Antonia Ganetto, j'ai 50 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai immigré au Luxembourg. J'ai fait ma scolarité ici et j'ai fait des études de journalisme. J'ai consacré déjà mon mémoire à l'image du noir dans la publicité. Et je travaille depuis 25 ans au Centre d'éducation interculturelle, donc pour vraiment favoriser le vivre ensemble dans les écoles.
Et récemment, je suis donc cofondatrice du réseau afrodescendant au Luxembourg, FINCAPE, dont fait partie Myrlène. Et je voulais vraiment donner la parole à Myrlène puisqu'elle représente la nouvelle génération et c'est important de construire vers l'avenir. Et dans mes interventions dans les écoles, j'ai remarqué que les uns et les autres, les blancs et les noirs, ils ont beaucoup de difficultés. Ils mettent au jour des réactions défensives, voire de l'animosité, quand il s'agit de qualifier les privilèges des uns et la discrimination des autres. Et je me suis toujours posé la question, mais d'où vient cette réticence? Et parfois, tout de suite, quand on veut en parler, on me dit, mais attention, il ne faut pas tomber dans le schéma de la victime et du bourreau, alors on préfère pas du tout en parler. Et il est vrai que dans notre société luxembourgeoise, qui est multiculturelle, comme vous l'avez noté avant, par excellence, on se complaît très souvent dans l'idée que le fléau du racisme ne nous concerne pas. Et entre autres, c'est aussi parce que nous nous sommes dotés d'un appareil judiciaire, des lois, pour justement condamner toutes les paroles, les actes xénophobes et l'incitation à la haine raciale. Mais cependant, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est aussi surtout parce que on a l'habitude de croire que le racisme, c'est des actes grossiers commis par des extrémistes et des nationalistes. Et du moment que le mot nègre n'est pas tombé, du moment qu'il n'y a pas eu agression physique, il n'y a pas racisme. Mais la réalité, elle est bien plus complexe. Et il faut vraiment se donner aujourd'hui les moyens d'appréhender et de cerner cette complexité. Et ensuite, il faut dire que de nos jours, nous vivons dans une époque de colorblindness, c'est-à-dire que nous sommes aveugles aux couleurs de peau. Depuis qu'il a été décrété qu'il n'y a qu'une seule race humaine, on nous interdit de nommer les races, donc d'utiliser les qualificatifs de noir et de blanc. Noir et blanc, ce sont les mots qui sont proscrits du débat public. C'est une acception assez, je vais dire, bienveillante, mais naïve et contre-productive, parce que dans les faits, on nous voit. On fait partie d'une minorité visible, on est racisé, donc nous subissons aussi les conséquences. Et très souvent, comme dans les études, que ce soit l'étude que vous avez présentée ou l'appréciation que Myrlène vient de faire, il s'agit de racisme structurel. Par rapport au racisme direct, il s'agit de... C'est un phénomène sociopolitique qui va se masquer. C'est-à-dire que ça va du froncement de sourcils en ce qui concerne la compétence de quelqu'un. Est-ce que vraiment vous êtes maintenant la prof, ce qui m'arrive souvent, ou est-ce que vous êtes l'assistante? Est-ce que vous venez m'ouvrir la porte parce que ça m'arrive, hein? Voilà, c'est la discrimination à l'embauche, les discriminations au logement, les stéréotypes sexuels, exotiques, etc. Et puis, il faut aussi dire qu'on nous dit que nous sommes tous égaux et nous voulons y croire, mais que dans les faits, ce n'est pas vrai parce qu'on ignore tout simplement les conséquences de l'histoire, du colonialisme, de l'esclavage qui, rappelons-le quand même, ont vidé la population de l'Afrique, les ont chosifiés, les survivants, selon des critères dits scientifiques, et qui les ont exploités et torturés pendant près de 5 siècles. Voilà, et je voudrais aussi ajouter que peut-être quelqu'un va me dire « mais le Luxembourg n'a pas de colonie », mais rien n'est plus vrai parce que les Luxembourgeois étaient aussi au Congo, et donc à la fin de la colonisation, 600 Luxembourgeois
travaillé et résidé au Congo, et par leur vécu, leur transmission, ils ont aussi un impact sur l'imaginaire qui a été véhiculé au Luxembourg. Je crois qu'il faut vraiment investir dans la sensibilisation. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de connaître pour comprendre. Merci beaucoup. Peut-être une dernière intervention de ce côté-ci de la table avant de vous passer la parole. Alors, Monsieur Jean-Paul Lenners, qui est président de la Commission européenne, simple question en fait, avant de passer la parole à la salle, parce que je ne doute pas qu'il y a toute plein de questions, c'est, comme on le voit d'ailleurs un peu en filigrane, c'est qu'il fut un temps, le racisme c'était simple. C'était entre autres des blancs qui voulaient pendre des nègres, des nazis qui voulaient brûler les juifs, enfin, c'était simple. C'est-à-dire, quand pas simple, je veux dire, à identifier, c'était simple. C'est quoi, du coup, je vous pose la question, vous qui êtes président de la Commission européenne contre le racisme, en fait, en 2019, le racisme, c'est quoi? Oui, ça c'est une question de... Il faut se légitimer pour vous dire que la Commission s'appelle depuis 25 ans, parce que la Commission a été créée il y a 25 ans pour être le mécanisme de monitoring du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, mais en relation avec les discriminations dans le domaine du racisme et de l'intolérance. Définir la race, c'est clair qu'il n'y a pas de différence de race, donc nous mettons provisoirement le terme de race entre guillemets, et nous le gardons parce qu'il y a le racisme. Voilà pourquoi nous gardons le terme de race. Mais sinon, les différentes discriminations que nous traitons, c'est la couleur, la langue, la religion, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ce sont les domaines que nous nous sommes fixés. Et d'après ces critères, nous faisons un travail triple. Nous faisons d'abord des rapports pays par pays. Le dernier rapport sur le Luxembourg a été publié en 2017. Et vous trouvez tout sur Internet. Donc tout est transparent, tout est sur Internet. Et la deuxième activité, c'est de faire des recommandations générales sur des sujets qui nous semblent importants. Et les deux dernières recommandations ont été faites sur le discours de haine, entre autres aussi le discours de haine sur Internet, et sur la situation des travailleurs irréguliers. Et les trois prochaines recommandations sont, on va revoir la recommandation sur l'antisémitisme, on va revoir la recommandation sur la haine des musulmans, et on va faire une nouvelle recommandation sur la situation des personnes LGBTI. Ce sont les trois chantiers que nous allons aborder. Alors, pour réagir à ce qui a été dit par nos deux orateurs, par les statistiques d'un côté, les témoignages de l'autre, je crois qu'il faut les recouper. Et nous travaillons beaucoup ensemble avec l'AFRA. Nous profitons des données de l'AFRA et l'AFRA profite de nos recommandations. Et donc, nous sommes dans un échange permanent à deux niveaux différents. Parce que l'AFRA est au niveau des 28 pays de l'Union européenne, et nous sommes la grande Europe, avec les 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Un rapport sur le Luxembourg, je vais me limiter à 4 aspects qui, et rapidement, parce que je sais que le temps presse, les recommandations. Nous allons attendre les premiers résultats dans quelques années, et parce que pour le moment, nous ne pouvons rien dire. Nous avons l'impression que ça avance lentement, mais nous tenons à ce que dans ce plan d'intégration, il y ait très clairement un système d'indicateurs de l'intégration. Donc il faudrait définir des actions concrètes qui doivent être mises en œuvre, et chaque objectif et chaque action devrait être assorti d'indicateurs, de valeurs cibles, d'un calendrier et d'une autorité de personnes ou une personne responsable pour leur mise en œuvre. Et la mise en œuvre devrait faire l'objet d'une évaluation annuelle. Je crois que c'est très important. S'il y a un plan d'intégration, il faut faire le suivi et il faut naturellement faire aussi le contrôle de ce qui a été réalisé.
Le deuxième grand problème pour nous, c'est le centre d'égalité de traitement. Nous le regrettons beaucoup. Depuis des années, nous demandons une réforme complète du centre d'égalité de traitement, qui n'a ni les moyens financiers, ni les moyens personnels pour faire son travail tel que nous l'avons décrit dans notre recommandation générale numéro 2 sur les différents equality bodies dans les pays concernés. Et je peux vous dire qu'il faut être concret. Il faut donner, et ce n'est pas une critique du centre, mais c'est une critique du législateur et une critique du gouvernement. Ce n'est pas le CET qui doit être maintenant être responsable pour tout ce qui n'est pas réalisé. Alors, les pouvoirs nécessaires, ça veut dire, par exemple, donner au Centre pour l'égalité les pouvoirs nécessaires pour mener des enquêtes efficaces, notamment ceux d'exiger la production de documents et autres documents, de faire saisir de tels documents et autres éléments, d'interroger des personnes, de leur conférer le droit d'agir en justice, c'est très important pour nous, de leur procurer le droit d'intervenir dans les procédures judiciaires et administratives. Si vous allez au CET, s'ils vous donnent un conseil, et après vous dites « et quoi ?» alors ils disent « mais non, nous devons nous arrêter ». C'est frustrant, et c'est contre la promotion des droits de l'homme. Et voilà pourquoi c'est tellement important. Il faut toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle ici et qui ont un pouvoir, je leur demande d'influencer le gouvernement et le Parlement pour remédier à cet état qui est vraiment catastrophique en comparaison avec d'autres centres d'égalité dans les 47 pays du Conseil de l'Europe. Troisième question, les données. Nous manquons de données. Et est-ce qu'il y a un représentant de la police dans la salle ? C'est une erreur. Si on veut faire un travail sérieux sur les discriminations, il faut absolument y intégrer aussi la police. Et il faut des données précises de la police sur ces questions. Et comme je dois faire court, le troisième et dernier exemple, c'est l'éducation aux droits de l'homme. Depuis des années, depuis des décennies, nous réclamons une vraie éducation aux droits de l'homme, de la maternelle à l'université. La réponse que nous recevons, c'est toujours au Luxembourg, les droits de l'homme, c'est transversal. J'en ai marre. Je ne peux plus entendre parler de ce mot de transversal, parce que ça veut dire on ne fait rien. Les droits de l'homme sont des droits. Et si on veut protester contre une violation des droits de l'homme, il faut les connaître. Donc c'est un travail sérieux à faire dans les écoles. Et il faut développer, je crois, une grande alliance pour avancer ce dossier. Merci. Merci. Alors, là, c'est le moment où la parole vous revient. Donc, je le redis, faites bref, faites pas comme nous, parce qu'on a beaucoup trop parlé, on est d'accord. Donc, faites bref. Alors, et rapprochez bien le micro de la bouche pour qu'on puisse entendre les questions. Voilà. Mesdames. Merci de me donner la parole. Bonjour, je suis Guylaine Tuisseux, employée à la Banque internationale Luxembourg et présidente de l'association KWENI, K-W-E-N-I. Et ma question, je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion. Depuis le résultat publié en 2018 sur le Luxembourg, ça fait jaser Luxembourg, ça fait jaser pas mal d'associations. Et j'aimerais demander à Madame la Ministre si et un peu à toutes ces organisations, CET, Commission européenne, je pense que un début de solution de la problématique du noir en Europe serait d'intégrer dans chaque institution décisionnaire au moins un noir. On ne peut pas traiter la question du noir, le problème du noir, sans eux. Et ça, ce serait un vrai début de solution. Que ce soit au FRA, je ne sais pas si dans le Conseil décisionnel, il y a un noir. Que ce soit à la Commission européenne, je ne sais pas s'il y en a un.
dans votre ministère, je ne sais pas s'il y en a un qui fait partie du conseil décisionnaire, qui a le pouvoir décisif. Moi, je suis employée à la BIL. Des remarques, j'en ai pris. Et comme tout employé noir ici, nous n'avons pas le pouvoir. Même dans nos pays originaires, nous n'avons pas le pouvoir. Moi, je suis née en France. Je peux vous dire aux Capverdiens que les Noirs nés en France ont le même problème que les Noirs nés au Luxembourg. Donc, pour moi, ce serait ça. Essayer de contacter les Noirs pour parler de leurs problèmes. Et là, on aurait des débuts de solutions. Puisque c'était plus une suggestion ou une demande qu'une question, je vais quand même un petit peu le comparer. En ce moment, donc on y est loin, parce qu'en ce moment, on parle des femmes représentées dans les conseils d'administration, les femmes représentées dans des postes à responsabilité, etc., où on voit que c'est quand même encore très, très masculin. Je pense que c'est une question aussi qui devra être traitée de façon... Il faut faire de l'empowerment. Parce que moi, je ne veux pas être juste au gouvernement juste parce que je suis une femme. Genre, bah non, t'as pas été élue, personne ne veut de toi, mais finalement, on n'a pas d'autres femmes, donc viens juste parce que tu es une femme, on te prend au gouvernement ou dans un conseil d'administration ou peu importe. Moi, par exemple, personnellement, mais ça ne me plairait pas. Je trouve qu'il faut faire de l'empowerment. Il faut qu'on arrive... Donc, vous avez posé la question, si dans mon ministère, il y a des gens de couleur de peau noire, oui, il y a. Donc, pour vous dire, de nationalité luxembourgeoise d'ailleurs, puisque pour être fonctionnaire, il faut être luxembourgeois. Bah, ça, c'est moi. Hein. C'est le ministre le pouvoir, qui prend le pouvoir. Donc, vous voyez ma peau. Donc, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas très bronzée. Mais donc, voilà, non, c'est le... Oui, c'est le ministre qui a le pouvoir décisionnel, et c'est vrai qu'au gouvernement, il n'y en a pas, mais je suis quand même assez fière, et je le répète, que parmi nos deux députés européens, il y a donc Charles Goerens et il y a Monica Semedo qui est de couleur noire. Alors, je suis même sûre, et je vais vous le dire, je suis certaine qu'elle n'a pas été élue grâce ou à cause de sa couleur de peau, mais grâce et à cause de ce qu'elle est, de ce qu'elle a déjà fait dans la vie, de ce qu'elle représente, de qui elle représente et de comment elle est. Et c'est là, je pense qu'il faut, dans les écoles aussi, il faut faire de l'empowerment, il faut donner la confiance en soi à tous, noirs et pas noirs. Il faut donner la confiance en soi aux enfants pour qu'ils fassent leur chemin et qu'ils ne s'arrêtent pas à ce plafond, comme on l'appelait toujours, le plafond en verre, où certaines catégories de personnes, dont probablement les noirs, n'arrivent pas à le dépasser. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut... Voilà. Alors, non, mais on laisse réagir. Je voudrais un petit peu faire le trait d'union entre ce que vous avez dit et ce que vous avez dit, parce que justement, je suis dans les écoles et je vois aussi l'impact quand moi, je dis une chose ou que mon collègue, qui est donc un homme blanc, dit autre chose. Et je crois qu'on se complète. Il faudrait idéalement, comme vous dites, les personnes de couleur, des noirs, aux positions décisionnelles. Et pour y arriver, il faudrait faire de l'empowerment, mais il faut le faire consciemment. Donc, il faut aussi investir et ne pas simplement espérer que cela se fasse. Et il faudrait vraiment identifier les personnes ici qui ont des compétences pour faire des actions proactives dans ce sens. Parce que si on attend que cela se fasse, ça ne se fasse. Nous sommes là où nous en sommes parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des quotas. Et encore, toujours, il est beaucoup plus difficile pour une femme de nos jours d'y arriver. Donc, imaginez quand on cumule, c'est encore plus difficile. Donc, moi, ce que je veux, justement, parce que je suis dans l'action, c'est vraiment amener les jeunes, comme toutes ces personnes qui sont compétentes, à y arriver. Et pour cela, nous avons besoin de vous. On a besoin des autorités pour nous appuyer. Comme monsieur aussi disait, il nous faut des moyens, il faut des ressources pour qu'on puisse nous amener vers justement une égalité concrète dans ce domaine.
Moi, je suis absolument entièrement d'accord et c'est un appel aussi que je fais en tant que politique. Nous, on a besoin aussi de gens qui ont des revendications et on ne va pas toujours pouvoir répondre à toutes les revendications, mais vous, société civile, en général, vous nous poussez à l'excellence en faisant des revendications pour que nous, on puisse aussi avancer. Et ça, je le dis souvent à l'ASTI, quand les gens me disent « Oh là là, mais l'ASTI, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est impossible !» Non, tout n'est pas possible, mais tout n'est pas impossible non plus. Et je pense que c'est le terrain, c'est de là qu'il faut que les impulsions viennent. Et donc, je suis vraiment contente que vous ayez soulevé le problème de peut-être quota et de dire, voilà, il faut une personne noire par conseil d'administration, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je trouve quand même la réflexion est très très intéressante et voir comment on peut y arriver fait partie donc de ce qui nous concerne maintenant, nous politiques, pour y penser, en parler et essayer d'avoir un meilleur résultat. Mais c'est pour ça, oui, vous avez raison, il faut jeter la pierre une fois bien loin pour que nous aussi on se réveille, parce qu'on n'a pas toujours toutes les on voit pas toujours toutes les réponses à tout. Alors, je propose qu'on prenne une grappe de questions, parce que sinon il sera encore demain matin. Alors, madame. Oui, bonjour, mon nom est Amel Jaouid, donc je suis conseiller juridique actuellement. Petite parenthèse, aujourd'hui j'interviens en mon nom propre, mais oui, effectivement, je travaille à la police judiciaire comme conseiller juridique, donc je n'ai pas répondu à monsieur Lenners parce qu'aujourd'hui je ne représente pas la police judiciaire, mais je suis venue en mon nom propre. Par contre, je vais déjà répondre à monsieur Lenners, puisque quand même je travaille pour cette administration. Il a été demandé, est-ce qu'il y a des représentants de la police aujourd'hui? Non, pas officiellement. Aujourd'hui, quand même, je peux vous répondre que il y a dans notre législation, donc j'ai aussi travaillé comme avocate, et donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je donne du conseil. Dans notre code pénal, on a la législation nécessaire pour justement tout ce qui est discrimination, xénophobie, donc l'incitation à la haine raciale. Et donc, quand on parle du système judiciaire, donc la justice en tant que telle, au niveau des jugements déjà rendus, et des enquêtes, donc de poursuites, donc tout ce qui est plainte, d'accord, enregistré. Il y a des chiffres basés sur des rapports, donc que la police a effectivement. Et donc là, je vais rebondir directement sur la deuxième partie, c'est que notre chercheuse ici a bien, donc Myrlène Fonseca, a correctement dit que le problème aussi est le fait de franchir le pas et de porter plainte avec cette caractéristique d'incitation à la haine raciale. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? En général, ce sont donc des litiges qui existent déjà, donc des agressions dans le cadre d'un litige, donc une infraction pénale, et en général, l'incitation à la haine raciale, quand elle est signalée auprès des autorités, il s'agit plus d'une circonstance aggravante. Donc, lors d'une altercation, on va traiter quelqu'un de sale arabe, de sale noir, etc. Donc ça, c'est juste pour donner la parenthèse. Donc ça, c'était pour répondre par rapport aux chiffres que peut avoir la police et la justice. Ils ne sont pas représentatifs de tout, mais ils existent. Puis j'ai une question pour Monsieur de l'AFRA. Should I ask it in English or is it... En français. D'accord, ok. Donc, le sondage, il a été fait sur une méthodologie que vous avez énoncée. Cette méthodologie, donc il y a un panel forcément de 6000 personnes, vous avez dit. Et donc, je voulais savoir, aujourd'hui, le thème est « Being Black in Luxembourg ». Or, vous avez parlé de « Afro-descendant people », donc de personnes afrodescendantes. Est-ce qu'elle n'est uniquement basée que sur la couleur de peau, mais aussi sur... l'appartenance en fait au continent africain, donc en général, ou le fait juste d'être bronzé. Donc il y a aussi l'Afrique du Nord qui fait partie de l'Afrique et donc qui a son lot de discrimination aussi. C'est pas une course aux victimes, mais c'est pour dire que c'est un tout et que ces discriminations, certes, sont très souvent basées sur ce qui est plus visible, donc la couleur de peau, mais aussi il y a des nuances de couleur de peau aussi. Donc ça c'est la question pour... Ce sera la seule qu'on prendra parce que sinon... Alors, madame, on va prendre une grappe. Madame. Rapprochez le micro.
Non, ça ne marche pas à cause de la traduction. Bon, éventuellement quelqu'un qui a un micro qui marche. Merci beaucoup. Voilà, je m'appelle Vanessa et j'ai une question plutôt simple. Comment s'est porté le choix de l'image pour représenter la conférence débat de Being Black in Luxembourg? Parce que personnellement, bon, ça c'est un point de vue personnel, cette image n'est pas représentante du noir au Luxembourg, pour moi. C'est tout. Une troisième, éventuellement. Ici. Ici. Ouais. Bonjour, Christiane Tonnerre de l'ASTI. Je voudrais poser une question sur les résultats de cette enquête. Je dois dire, je ne voudrais pas contester les résultats. Mais Madame, la question, je suis vraiment désolé, je peux être mal poli, mais la question directe, s'il vous plaît. Mais oui, la question, c'est celle-là. Je suis très étonnée que le Luxembourg soit si mal placé et ça m'étonne vraiment. Je ne conteste pas le racisme au Luxembourg, mais je constate aussi qu'il y a seulement quelques pays de l'Union européenne et que si le Luxembourg était au même rang, si tous les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, y figuraient aussi, où le racisme est certainement plus présent qu'ici, je pense. Tu vois. So much machinery. Thank you. Let me respond to three things that were that required a response from. Is that better? Yeah. Okay. Three things I was asked. Firstly, do we have black people at the Fundamental Rights Agency? By the way, I think it was a great question. I'm not challenging it. It was an important, helped us construct the survey. So we may not have enough representation of the diversity of Europe in our employment register, but we do make sure that that diversity is taken account of to construct our different projects, such as this survey. But we can always do better. Secondly, is it just about sub-Saharan Africans? This particular study is, yes. This is a study to demonstrate that we have a problem of Afrophobia in Europe. That's the purpose. It gives the evidence that we have another phobia we should be talking about, Afrophobia. That's not at the exclusion of other phobias, other hatreds, other discriminations. We do have, we drew this material from a much larger survey, and this comes to the point, Madam, that you made. This is a much larger survey of multiple forms of discrimination against multiple minority groups across all 28 EU member states. And we can disaggregate, we can separate out, for example, the experience of North Africans. That data is mineable in the survey sets. And in fact, if you want to look and see, I don't think actually we did it for Luxembourg. It all depended on the size of sample groups in different communities. And so in this particular country, the focus was on sub-Saharan Africans. But you can look at the experience of North Africans in France, in Belgium, where they're statistically significantly present. And it is all 28 member states. But as I say, the samples in each country may differ according to the extent to which they're physically present in the territory. But this is a story of all of Europe, of racist Europe, where we all need to get far more serious in tackling these issues. I'll just say one thing, if I may, and then I'll stop. You really correctly made the point about it's bad enough to be black in this society, but if you're also a woman, then talk of empowerment becomes even more challenging. And I welcome that because it reminds us of what we in the human rights business call intersectionality. You cannot take out one bit of our life and treat it and somehow resolve the problem. You have to acknowledge the complexity of who we are. And the complexity I want to mention, and then I'll stop, is the interplay of racism and poverty. I gave you some figures where we're very worried. We're very worried that the poverty levels in Luxembourg for black people are distinctly higher than those for the rest of the population. And when we talk of empowerment, you have to keep that in account. If people are going to bed at night wondering where they'll get food for tomorrow, it's not very easy to empower them. And a program that just focuses on their skin color will miss the message. It also has to look at the socioeconomic reality. So this notion of intersectionality has to be integral to any strategy of response. Si je peux me permettre, répondre juste par rapport à la photo. Vous avez tout à fait raison. Elle n'est pas représentative des Noirs à Luxembourg. Elle est représentative des clichés sur les Noirs à Luxembourg et ailleurs.
C'est pour ça qu'on l'a choisi. Je voudrais simplement encore appuyer ce que monsieur vient de dire par rapport à la pauvreté et être noir. Il y a une étude très intéressante qui a été réalisée par le CEFI sur la communauté capverdienne ici au Luxembourg, qui démontre justement cette intersectionnalité, qui démontre que les Capverdiens c'est une communauté précaire par rapport au logement, aux emplois, etc. Donc, vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect. Bonjour. Donc, je vais juste réagir par rapport à ce qui a été dit par la jeune femme derrière moi, par rapport à ce que Madame le ministre a dit aussi. Vous avez parlé d'empowerment et Madame a bien parlé de l'école. Moi, quand je vois l'étude, enfin l'extrait qui a été donné par Madame Fonseca, où on dit pourquoi est-ce qu'on enverrait une noire au classique. Bon, moi, je suis française. La question se pose aussi en France, bien sûr. C'est là que ça commence, en fait. L'empowerment, c'est bien gentil, mais comme monsieur a dit aussi, si en face, on n'a pas quelqu'un qui est intéressé et qui veut nous aider à aller plus loin, à faire des études de façon à ce qu'on puisse un jour travailler à votre ministère, le problème, il commence déjà là. Donc, est-ce que vous travaillez, par exemple, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'Enseignement supérieur? Est-ce que vous faites des corrélations de façon à permettre aux personnes qui commencent jeunes de se projeter dans un futur un peu plus intéressant? Voilà, merci. En fait, je pense que c'est un devoir de nous tous. On parle de racisme, que ce soit au niveau de l'école ou ailleurs. Là, je suis désolée, mais cette phrase que je me suis d'ailleurs notée parce qu'elle m'a profondément choquée. Depuis quand est-ce qu'on envoie une noire au classique ? Vraiment, entendre ça en 2019, je suis désolée, mais ça me choque vraiment profondément. Donc évidemment, vous pouvez être sûr que je vais en parler à mon collègue ministre de l'Éducation nationale, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, empowerment des uns, mais aussi éducation des autres, et formation continue, et peut-être répéter, parce que parfois on pense qu'avoir dit quelque chose une fois, ça suffit. Non, peut-être qu'il faudrait, dans les formations continues aussi, répéter plus souvent qu'il ne faut pas regarder d'où viennent les gens, mais qui y sont finalement. Pareil pour les enfants. Donc je pense que ça, c'est une question aussi d'éducation à la maison. J'avais demandé si je pouvais dire une anecdote, raconter à la fin. Je vais vous la raconter maintenant. Quand ma fille cadette avait été à l'école maternelle la première semaine, elle avait 4 ans, et je me souviens très bien, dans sa classe, on vient de Bonnevoie, donc un quartier très très mixte, et dans sa classe, il y avait 6 enfants de couleur noire. Et le soir, elle me raconte une histoire et elle me dit, quand elle était au lit, elle me dit, oui, tu sais, Jason, il a dit je ne sais pas trop quoi. Et moi, je vais vous le dire, je lui ai dit, est-ce que Jason, c'est le petit noir qu'il y a dans ta classe? Elle m'a regardée, choquée. Elle avait 4 ans. Elle m'a dit, mais il n'est pas noir, maman. Il est brun. Et ça, par rapport aussi à appeler un chat, mais moi je pense de toute façon qu'on peut toujours beaucoup apprendre des enfants parce qu'ils voient les choses beaucoup plus claires, mais on voit que l'éducation, que ce soit à la maison ou ailleurs, peut faire beaucoup de choses, mais peut aussi défaire beaucoup de choses. Et c'est là, je pense que l'éducation, la formation continue, répéter les choses aussi peut éventuellement servir, mais je vais faire passer le message, c'est promis. Je voulais quand même... Non, vraiment pas. Alors, s'il vous plaît, non, vraiment pas. Alors, s'il vous plaît, je vais demander un peu de discipline, je vais dire, s'il vous plaît, donc je vais demander 2 choses. La première, c'est que quand des gens d'ici ou de là aussi parlent, je vais vous demander de ne pas chuchoter. C'est une question de respect simple, donc on ne va pas faire ça. La deuxième, c'est qu'on va prendre encore une nouvelle grappe de questions. Alors, on va commencer par... Bon, monsieur, après madame. Donc, monsieur, bon ouais. Vraiment, question. Donc, moi, j'ai 3 questions précises, sans commentaire. Ouais. La première, c'est au premier intervenant. Je suis assez étonné de son affirmation que le changement de méthode pour le Luxembourg ne soit pas un problème, alors même que dans le rapport, note 10, page 8, les auteurs affirment que c'est un problème. Première question. Deuxième question, pour les intervenants qui font notamment des recherches sur ces questions, quelle est la fiabilité que vous accordez à la discrimination autodéclarée par une personne, quelle qu'elle soit? Et troisième question, on peut, pour
les amateurs de la discrimination positive, se poser du coup ensuite la question qui va venir, que fait-on des statistiques ethniques pour avoir des données? Et si ça intéresse des gens, il y a une littérature foisonnante dans de multiples langues sur l'intégralité de la planète. Et juste une petite remarque à cette question, un pays que l'on connaît tous la pratique depuis 50 ans, depuis les années 60, pour autant est-on sûr qu'aux États-Unis, la situation des Noirs soit véritablement bien meilleure qu'au sein même de l'Union européenne? Alors, cher monsieur, c'est toujours intéressant de savoir d'où on parle. Vous êtes? Je m'appelle Pierre. Vous êtes? Je suis démographe. D'accord. Madame? Alors. Oui, bonjour, je m'appelle Nazulina. En fait, c'est pour une remarque. Madame la ministre, elle a dit qu'elle est choquée d'entendre la jeune fille qui disait que depuis quand on envoie un noir au classique. Moi, j'ai quitté l'école il y a au moins 15 ans. J'ai eu mon bac, même plus. J'ai fait l'école ici, tout ça. J'aurais pu sortir le témoignage de la jeune fille qui a fait tout son rapport il y a 15 ans. Ça n'a rien changé. Moi, je ne sais pas où vous étiez pendant toutes ces années-là, parce que ça n'a rien changé. C'est resté la même chose. Et que vous trouvez ça choquant, moi, je trouve ça choquant. Parce que ça veut dire que pendant toutes ces années, vous n'avez pas vu tout le racisme ou les discriminations qu'il y a au Luxembourg depuis toutes ces années-là. Et par rapport à Monica Semedo que vous avez dit, pour moi, c'est le pire des exemples que vous aurez pu prendre. Parce que Monica Semedo, on n'a rien contre elle. Elle a été adoptée par les Blancs, elle a été élevée par des Blancs, elle a été acceptée par les Blancs. Nous, les Blacks, on la discrimine pas. Nous, le truc, c'est que on comprend peut-être pourquoi les Blacks la jugent, c'est parce que on ne comprend pas comment elle a, comment dire, qu'elle connaisse pas vraiment ses origines. C'est tout. Mais c'est pas qu'elle n'est pas acceptée au niveau des Blacks, parce que on est très fiers d'avoir une Black parmi la commission et tout ça. Alors oui, pour moi c'est choquant de voir que vous trouvez ça choquant. Bon, alors je vous invite éventuellement peut-être déjà à répondre à la question de monsieur. First, we do not publish data we don't believe in, that we do not believe is authoritative. To the extent there's a problem with the different methodology, for Luxembourg it's primarily a problem of comparability, country by country. That's why when I presented, I did not say Luxembourg is better than worse than Belgium or Germany or whatever else it might be, because different methods were used. I used the EU average as the comparator. That's a limitation. But we stand over this material. We do suppress material that we do not have confidence on. It's not that we're afraid to do that. Secondly, because you spoke so fast, sir, I didn't fully understand your questions, but I'm going to respond to things that occurred to me as you spoke. Firstly, this is a survey of people of African descent speaking about their own experience. We deeply value listening to people about their own experience. We think it has a higher authority than views in the general population. Let me give you one example to illustrate. When we interviewed Jews around Europe about do you experience anti-Semitism as a serious problem, 90% said yes. When the EU asked the general population, is anti-Semitism a problem in your society, only 50% said yes. Frankly, we'd prefer to believe the Jews in telling us that there's a problem that needs to be fixed. So we stand over this methodology. And thirdly, I have no competence to say anything about the United States, good or bad. Alors, madame. Oui, bonjour. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est par rapport à l'éducation, vu que Madame, elle a souvent dit le mot racisme. Et en fait, moi, mon ressenti d'ici au Luxembourg avec le racisme, c'est que j'ai remarqué que le luxembourgeois, il ne sait pas c'est quoi le racisme, en fait. Parce que, non, mais j'ai lu un livre où il y a une psychologue, Dr. Frances Cress-Welsing, où elle explique le terme racisme et ce que c'est. Le racisme, c'est pas un sentiment, on peut pas ressentir du racisme. Soit on ressent de la haine, de la tristesse, mais le racisme, voilà, c'est un système dans lequel on vit, où il y a des gens qui sont privilégiés par rapport aux autres. Et moi, je trouve que les Luxembourgeois, ils devraient aussi
apprendre leur origine, d'où ils viennent. Ce que moi, j'ai dû faire en tant que capverdienne, on m'a jamais même dit, peut-être que je suis africaine, on me dit, ouais, t'es capverdienne, mais bon, il faut quand même, je voulais toujours retracer d'où je viens et mes origines, et je trouve que les Luxembourgeois, ils devraient aussi faire ça, savoir qui ils sont, qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait, ce que nous on fait aussi, pour comprendre c'est quoi le noir ou l'asiate ou je sais pas. Et aussi par rapport à l'éducation, je trouve que à l'école ils parlent toujours du racisme et ils veulent que les gens se disent oui, on est tous ensemble, on est tous les mêmes, alors que c'est pas la vérité. La nature nous a déjà soi-disant séparés, parce que voilà, il y a des gens, ils ont une couleur de peau comme ça, l'autre il est comme ça, et à mon avis, on devrait accepter nos différences, et c'est juste comme ça qu'on peut continuer. Voilà. Oui, Nathalie, je suis économiste à la base, je travaille dans une banque ici à Luxembourg. Je suis mère de famille aussi, j'ai 4 enfants. Et si je reprends mes confrères et mes consoeurs, c'est la discrimination, elle est présente. Je dis, on a comme impression qu'il faut qu'on se bagarre tous les jours. Moi, j'arrive à le faire parce que je suis éduquée. Mais pour les autres, ce n'est pas évident. Je veux dire, j'ai des collègues, mes enfants ils sont dans le système scolaire luxembourgeois. Et certains sont en avance, mais j'ai dû me bagarrer pour qu'ils soient en avance. Les informations, beaucoup, c'est pas connu. Le maître n'est pas capable de dire, par exemple, à un enfant, oui, tu es meilleur, tu peux avancer, tu peux sauter d'une année. Et j'ai plein de confrères qui ne peuvent pas, je veux dire, qui sont bien éduqués, mais qui laissent les enfants dans le système français ou qui choisissent une école privée, quoi. Donc, la base, c'est l'éducation et l'information. Il faut que les gens soient informés, qu'il y ait, par exemple, des statistiques. Je ne sais pas si c'est fait au niveau du ministère de l'Éducation ou de l'intégration. Combien d'enfants noirs entrent à l'école, combien arrivent à sortir et à l'université. Si je prends l'exemple des Cap-Verdiens, ils en sont ici sur 4 générations, mais je ne suis pas sûre que les statistiques montrent qu'ils ont bien évolué en 2019 ou bien qu'il y a 15 ans en arrière, quoi. Donc, c'est un réel problème. Mais aussi, il y a la discrimination positive, hein, parce qu'il ne faut pas juste parler de la discrimination négative. Je veux dire, le Luxembourg, c'est un très beau pays où on peut bien se sentir. J'en ai fait plusieurs pays déjà avant d'arriver au Luxembourg. Donc, ce n'est pas le pire des pays. Déjà, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, je veux dire qu'on ne le prenne pas, mais il y a du travail à faire, quoi. Je travaille aussi avec des réfugiés. Hein. Ça, je le fais sur mon temps libre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. En fait, je voulais juste amener une réflexion. Et dans ce que tout à l'heure Myrlène Fonseca avait dit, comme on se sent différent parce que noir. Et donc, je voudrais rejoindre ce que la demoiselle a dit tout à l'heure, que en fait, ce n'est pas grave d'être différent. En fait, on devrait être fier d'être différent de nos origines. Et je pense que ce n'est pas une question de... comment dire ? Il ne faut pas être luxembourgeois pour être respecté. On devrait être respecté comme on est et pas juste parce qu'on est luxembourgeois de nationalité. Bonjour, je suis Monia Camiro, étudiant en droit à l'Université de Luxembourg. En fait, je vais poser une question qui n'est pas aussi très importante. Bon, on est tous d'accord qu'il n'y a qu'une seule race, c'est-à-dire la race humaine. Okay? On est tous d'accord aussi qu'il n'y a pas de... On n'est pas aussi noir, le noir n'est pas aussi noir que ça. Le blanc n'est pas non plus blanc que ça. Bon, comme c'est exactement votre fille a dit, bon, je n'ai pas à comprendre pourquoi continue-t-on, s'il y a une seule race humaine, pourquoi continue-t-on encore à employer le mot raciste? C'est pas moi, blanc ou non, pourquoi c'est pas, les linguistes n'arrivent pas à créer, c'est pas un mot qui peut vraiment correspondre à ça? Parce que le noir n'est pas noir que ça, le blanc n'est pas blanc que ça, on n'a qu'une seule race, c'est la race humaine. Donc être raciste, bon, voilà ce que je veux dire. Merci.
Voilà, moi je suis Mélissa Borges, assistante sociale de formation. Donc moi, voilà, donc la première fois que je me suis posé la question vraiment si je suis luxembourgeoise ou pas, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler. Dans l'insertion professionnelle, tous les jours, j'ai des exemples concrets. Donc ou des patrons qui nous disent qu'ils ne veulent pas de noirs parce que les clients ne veulent pas. Et dans le logement aussi, il y a des personnes, souvent on dit il faut des CDI. Donc j'ai une famille qui a 3 CDI, donc au téléphone tout va bien et quand ils se présentent, ça ne va pas. Donc voilà, donc en fait les statistiques j'aime pas parce que c'est difficile ici au Luxembourg à vraiment le prouver. Il y a du racisme, donc racisme mais donc indirect. Donc voilà, moi en tant que Capverdienne, je me demande toujours comment est-ce que je peux venir en aide à ces personnes, parce que dans le social c'est frustrant de pas pouvoir aider déjà une personne alors que si on sait de la base qu'elle va pas être acceptée parce qu'elle est black. Donc comment est-ce que voilà vous répondez à ça? Merci. Oui, juste pour il y a une amie dans la salle qui vient de m'écrire qu'effectivement, il y a quelques années à l'université, ils avaient fait le test, ils avaient corrigé des copies sans nom. Et les mêmes copies ont été recorrigées avec nom et les noms à consonance étrangère, donc en général, en chuté, les notes en chuté. Donc voilà, il suffit de ne plus mettre de nom. Et je veux juste donner l'exemple. Moi, je pense qu'il faut surpasser cela, mais si c'est nécessaire, il faut le faire. Je vous donne l'exemple d'un musicien pour l'orchestre philharmonique qui veut être violoniste à l'orchestre. Il joue derrière un paravent, on ne le voit pas. On ne voit pas qui c'est parce qu'on ne veut pas qu'un membre du jury puisse le connaître et puisse le favoriser par rapport à d'autres candidats. Donc si c'est nécessaire, alors il faut qu'on anonymise. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui le font pour les CV, qui anonymisent. On ne voit pas si c'est une femme ou un homme, on ne voit pas le nom, etc. On regarde le profil et on juge par rapport au profil. Et ça, je pense qu'aussi dans la charte de la diversité, on en parle beaucoup, les entreprises qui essayent vraiment de surpasser ce stade de juger par rapport à ce qu'on voit, etc. et à nos préjugés qu'on a tous, comme on l'a entendu, mais de vraiment essayer de nous donner aussi à tous des règles pour essayer d'être le plus objectif possible. Nous savons toutes et tous que les étiquettes, c'est beaucoup plus facile de les coller que de les décoller. Et puisqu'il y a pas mal de journalistes et également des représentants des pouvoirs publics, j'aimerais rappeler une anecdote de la réunion qu'il y a eu il y a quelques semaines des habitants de la gare, où un réseau international des stupéfiants est automatiquement appelé mafia nigérienne. Du coup, les personnes noires, notamment les hommes noirs du quartier de la gare, se font arrêter assez souvent, tandis qu'ils rentrent chez eux ou ils vont enfin faire des courses au cactus. Donc, c'est un réseau international de trafic de stupéfiants. Ce n'est pas une mafia nigérienne. Voilà, on commence par là déjà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu intervenir. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu intervenir et qui ne le prennent pas trop mal. Il était de toute façon convenu qu'il y aurait quelques frustrations, donc j'imagine que vous êtes dans cette situation-là. C'est comme ça, mais alors la chance au Luxembourg, c'est comme on dit souvent, c'est que les chemins sont courts. Donc je ne vais pas vous inviter quand même à bombarder l'adresse email de Madame la ministre de questions que vous n'aurez pas pu lui poser. Mais quand même, si vous en avez, n'hésitez pas à lui faire parvenir. Et je ne peux aussi, bien entendu, que vous inviter pour ceux parmi vous qui ne seraient déjà pas dans cette situation, de vous, bien entendu, de vous rapprocher de l'ASTI si vous avez des idées, si vous avez des envies d'engagement, si vous avez des questions. Madame Zuccoli, qui n'a pas le temps, se fera quand même un plaisir de trouver le temps pour vous répondre. Voilà. Donc, j'aimerais inviter Monsieur Gilbert Prégnot à venir dire quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. J'ai été très touché par les nombreux témoignages. J'ai 5 minutes. Je ne vais pas prendre plus que 5 minutes, mais je voudrais consacrer 30 secondes pour remercier l'ASTI et pour remercier aussi, dire que c'est le 40e anniversaire. Et Laura et Sergio, vous en tant que représentants, que serait la société luxembourgeoise s'il n'y avait pas eu de l'ASTI? Ça a pris...
je sais tout à fait, mais je ne les connais pas. Je vous connais à vous. Et donc, c'est pour toutes ces personnes qui s'engagent au jour le jour depuis de longues années, pour de longues années à venir encore, que je destinais ces mots. Alors, c'est vrai, moi je dis toujours, c'est parce que nous sommes différents que nous sommes égaux. J'ai entendu plein de choses fort intéressantes. Par exemple, c'est une difficulté ici au Luxembourg d'avoir des données précises. Nous avons publié un rapport sur la traite. C'est tellement compliqué d'avoir des données fiables et ce serait quand même important. Important aussi ce que disait Michael O'Flaherty sur le soutien qu'il y a apporté aux institutions qui s'engagent pour les droits humains. Je pense surtout à nos collègues aussi du CET qui font du très bon travail et que s'ils avaient plus de moyens, seraient encore beaucoup plus performants. Alors moi j'ai été très touché par la présentation de Madame Fonseca. Ça m'a rappelé ce qu'était mon enfance, mon adolescence, le jeune adulte que j'étais. Je suis un enfant de la migration et je sais combien c'était difficile d'être italien. Et donc, ce que vous racontiez au sujet des Blacks, c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Aujourd'hui, j'ai une double identité. J'aime tellement le Luxembourg et je me sens comme citoyen du Luxembourg avec toutes ces personnes de couleur qu'il y a ici. J'aime beaucoup. Et par ailleurs, j'ai quand même aussi une identité d'Italien et j'arrive à vivre avec ces deux identités et je peux changer, de passer de l'une à l'autre. Alors, ce qui m'a interpellé, c'était M. Michael O'Flaherty qui a dit que nous sommes tous racistes quelque part. Et je crois que c'est vrai. Nous portons cela en nous. Et je crois que nous définissons notre identité souvent en nous différenciant des autres, parce que ça nous rassure sur ce que nous sommes. Et se différencier des autres, c'est aussi y associer des valeurs. Et si nous disons un black, il vaut moins qu'un blanc, quelque part. Donc, c'est une source aussi de renforcement de ce que je suis. J'ai entendu qu'il n'y a pas de race. Non, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Mais s'il y a du racisme, ça veut dire qu'il y a quand même des races. Ça veut dire que dans ce que nous vivons au jour le jour, les personnes voient des différences par rapport à la couleur de la peau, la religion, le fait d'être gros ou maigre, d'être juif et je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, le racisme, pour moi, c'est l'action de domination d'une personne, d'un groupe de personnes sur d'autres, à qui quand même on associe moins de valeur et où on dit qu'ils ne méritent pas le même statut que celui que j'ai. Je vous rappelle ce qu'a dit Nelson Mandela, que l'arme la plus puissante contre l'injustice, c'est l'éducation. Il avait bien raison et ce point a été évoqué plusieurs fois. Il y a l'éducation à l'école, oui, il y a l'éducation aussi dans les familles, et cette éducation aussi qui nous lie, nous tous, les adultes que nous sommes, cet après-midi ou pendant cette heure de midi, il y a eu une éducation qui s'est faite par rapport à nos connaissances et à ce que nous défendons. Je crois que ce qui est important, nous sommes dans un état de droit. S'il y a des discriminations qui sont exprimées, du racisme, il faut porter plainte. Il faut entraîner les juges aussi à ce qu'ils s'occupent de ces plaintes, un peu comme Mme Kahn l'a dit, parce que je trouve que quand il y a une plainte qui est faite, qu'il y a une condamnation, c'est aussi une publicité qui se fait. Non pas une publicité pour la discrimination, mais contre la discrimination, et donc c'est quelque chose de très important. Alors, que dire d'autre ? Je crois que s'il y a une personne qui est raciste, qui tient des propos racistes, et qui a 10 personnes tout autour qui se baignent dans l'indifférence, pour moi, il y a 11 racistes. Et donc la question pour moi... Et donc la question pour moi, et je me la pose régulièrement, très modestement, si je sors d'ici et que j'entends quelqu'un dire à une personne, cette assemblée, tu es un sale noir, ou un sale juif, un gros italien, est-ce que j'aurai le courage à ce moment-là d'intervenir et comment est-ce que je vais le faire ? Je crois que je le ferai, peut-être maladroitement, mais je le ferai. Et je le ferai gentiment, parce que je ne fais pas le traité de salaud. Parce que le traité de salaud, ça serait faire la même chose que ce que lui fait. Et donc je crois qu'il y a une culture aussi que nous devons avoir pour entrer dans l'interaction et aussi pour pouvoir nous
donner un profil. S'engager contre le racisme, c'est s'engager pour la solidarité. Donc moi, j'ai fait le choix de m'engager pour les droits humains parce que je trouve que c'est le carrefour de tous les rêves et de toutes les aspirations de l'humanité. Les droits humains se conjuguent avec l'amitié, la fraternité et la solidarité. Et donc, c'est quelque chose qui enlève de la peur. Et s'il n'y a pas de peur, il y a du courage. Et du courage, il y en a eu beaucoup cet après-midi. Et je vous remercie.